Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h30. Bienvenue dans votre journal. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite, les titres de ce lundi. Les marquises débarrassées de leur carcasse de voitures. Une première dans l'archipel. 200 épaves ont été ramenées à Tahiti grâce à la flottille administrative. Une opération qui pose également la question de la dépollution des véhicules, toujours plus équipés en électronique. Exit Manuel Valls, place à Naïma Moutchou. On s'intéresse également ce soir à la nouvelle ministre des Outre-mer. Un changement qui ne fait pas l'unanimité. Peu aguerri aux dossiers ultramarins, cette nomination suscite de vives réactions des élus ultramarins. Le reportage dans un instant. C'est un sujet qui nous concerne tous. La cybersécurité sera au cœur d'un forum du 16 au 18 octobre à la présidence. Chaque année, plusieurs centaines d'incidents sont constatés au Fénois. C'est pourquoi les acteurs se réunissent. On en parle plus en détail avec vous, Bertrand Hersan. Interview dans ce journal avec le président du CLUSIR, organisateur de cette deuxième édition. Et puis, quel est le meilleur burger de Tahiti? Le concours est lancé. La Tahiti Burger Week revient pour une 3e édition. L'objectif, célébrer la créativité et le talent des chefs du Fénois. Un avant-goût de cet événement à la fin de cette édition. 170 carcasses à Nukuhiva, 30 à Uapau. Des épaves de voitures ont donc été enlevées des marquises, puis acheminées jusqu'à Papeete à Motuuta grâce à la flottille administrative. L'opération est une première dans l'archipel, une opération de grande ampleur. Et cette question, alors que les voitures sont toujours plus équipées en électronique, comment les dépolluer? Thomas Chabrol et Méré Théato ont suivi les opérations. Sur le quai de Motuuta, la presse pour compacter les carcasses de voitures tourne à plein régime. Les îles de Nukuhiva et Uapau ont été débarrassées de ces véhicules hors d'usage, certains stockés depuis des dizaines d'années. Pour les communes, c'est très compliqué de faire évacuer leurs déchets et surtout des carcasses de voitures volumineuses et en si grande quantité. C'est pour ça qu'on a fait appel à la flottille justement pour pouvoir maximiser l'export de ces déchets. Au total, 170 carcasses ont été récupérées à Nukuhiva, 30 à Uapau. En plus des carcasses, le Tahiti Nui 8 a embarqué d'importants volumes de déchets électriques et électroniques et des canettes. Entre Tahiti et les îles, il n'y a pas de bateau dédié exclusivement aux déchets et aux encombrants. Les communes sollicitent habituellement les armateurs privés qui acceptent ou pas de les transporter selon le type de déchets et la place disponible dans les cales. Au Fénois, où la voiture est reine, une question se pose. Comment gérer à l'avenir ce genre d'opération et la dépollution des véhicules de nouvelle génération, hybrides et électriques? Imaginez une voiture hybride et une voiture électrique où il y a une batterie au lithium. Et ça complexifie encore plus l'opération. Et c'est justement pour ça qu'on appelle aux concessionnaires de commencer à réfléchir aux moyens et en protocole de traitement de ces batteries au lithium. Entre 1300 et 1500 carcasses de voitures sont chaque année dépolluées et compactées à Motuuta. Elles sont expédiées ensuite dans les filières de traitement en Nouvelle-Zélande. Accueil mitigé donc pour la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, ex-députée du Val d'Oise et vice-présidente de l'Assemblée nationale et peu aguerrie aux dossiers ultramarins, d'autant que le ministère des Outre-mer a été déclassé dans la hiérarchie gouvernementale, de quoi susciter de vives réactions de nos élus ultramarins. Laure Philibert, Matai Horei. Je quitte sans regret le gouvernement. Après 8 mois, rue Oudinot et une reconduction dans ses fonctions lors du premier gouvernement de Sébastien Lecornu, Manuel Valls passe finalement la main au ministère des Outre-mer. C'est Naïma Moutchou, avocate et ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui lui succède à la tête d'un ministère déclassé. Je ne vous cache pas non plus mon malaise, pour ne pas dire mon dégoût, face au spectacle politique offert aux Français. Vice-présidente de la mission d'information sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, Naïma Moutchou n'est pas une inconnue sur le Caillou, ni pour la députée Nicole Sonker, dont le groupe politique, l'IOT,
compte également un ministre dans le gouvernement de Sébastien Lecornu. Elle sait s'imposer, elle a su montrer aussi un esprit d'ouverture aux différents débats par rapport au groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. Et pour le moment, j'ai envie d'y croire qu'on pourra dialoguer avec elle sur nos urgences. La sénatrice Lana Tetuanui redoute les conséquences de ce nouveau changement. Ce qui est assez complexe pour nous, c'est de repartir à la charge à Paris et refaire le tour des ministères pour aller réexpliquer les dossiers qui nous tiennent à cœur et qui doivent être votés au Parlement en toute urgence. Contacté, le sénateur Teva Rohfritsch préfère garder le silence, mais demeure partisan d'une dissolution. Tout juste nommé, ce gouvernement est confronté à 2 motions de censure qui pourraient le faire chuter dès cette semaine. Comment protéger ses ressources du piratage ou des cyberattaques? Un sujet qui nous concerne tous. Pour en parler, le 2e forum polynésien de la cybersécurité est annoncé du 16 au 18 octobre sous le chapiteau de la présidence. Il réunira les acteurs de la cybersécurité et du numérique. L'objectif, favoriser les échanges pour développer la filière et sensibiliser aux enjeux de cybersécurité en Polynésie. On en parle plus en détail avec vous, Bertrand Hersant, bonsoir. Yorana. Merci d'être présent ce soir. Alors vous êtes le président du CLUSIR Tahiti qui organise donc cet événement. Tout d'abord un mot sur la cybersécurité en Polynésie. Est-ce qu'on est plus épargné que d'autres pays étant loin de tout, une petite île éloignée de tout? Justement, on pourrait se croire protégé par cet isolement géographique. Néanmoins, Internet nous relie tous. Et aussi loin-t-il soit-elle, la distance, elle est totalement réduite avec les accès Internet. Donc, nous ne sommes pas intouchables. Alors, quels sont les types d'attaques les plus fréquentes que l'on peut constater en Polynésie? La plupart des attaques, ça va être du phishing, c'est-à-dire des faux messages afin de vous capter des informations, que ce soit par des SMS. Dernièrement, il y a eu des informations de ce genre pour... vous avez un colis en attente ou autre, ou sinon par des courriels dans l'objectif de récupérer vos informations de votre compte email ou de votre banque. On peut les quantifier, ces attaques en Polynésie. Est-ce qu'elles évoluent? Est-ce que c'est un chiffre qui évolue? On ne peut pas forcément quantifier ce type d'attaque de phishing, mais par contre on peut quantifier les volumes d'actions qui ont été réalisées par les personnes auprès des autorités. Donc par exemple, au niveau de la gendarmerie, il y a environ 450 en 2024 événements qui ont été enregistrés, dont 80 de cyberharcèlement et plus précisément 10 uniquement axés sur les structures où ont été impactées en termes de structures entreprises ou autres. Et il y a aussi les attaques qui ne sont pas déclarées, j'imagine, aussi auprès de... Effectivement, parce qu'ils ne connaissent pas les structures, les processus, savoir comment on réalise les actions auprès des autorités, ou des fois par honte, une société sur la place pourrait avoir honte de s'avoir fait attaquer. De s'être fait attaquer, ouais. Alors comme on dit, c'est pas est-ce que ça va nous arriver, c'est plutôt quand. Donc il ne faut pas avoir honte de pouvoir suivre les actions en cas où. Et pour se prémunir des cyberattaques, il y a donc ce forum du 16 au 18 octobre à la présidence. L'idée de ce forum, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est de rassembler, réaliser des échanges entre les professionnels, puisque le jeudi, vendredi, ça va être plutôt professionnel. Le samedi matin, axé plutôt sur les particuliers. Néanmoins, tout le monde est accepté sur l'ensemble des 3 jours. Donc, des professionnels qui réalisent des prestations, mais aussi des professionnels en tant que personnes qui sont dans les structures privées ou publiques, en tant que clients, mais qui vont mettre à leur disposition, exposer à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut venir, nous, tout un chacun, sur place pour se renseigner, pour... Effectivement, soit pour une découverte ou une sensibilisation avancée à ce niveau-là. Et il y aura, j'imagine, aussi des tables rondes, des conférences? Effectivement, il y a 4 zones qui vont être opérées. Les conférences principales, les conférences secondaires, mais aussi des parties d'ateliers sous forme ludique et une partie de stand où il y aura des personnes du CLUSIR qui seront là pour exposer leurs services ou échanger. Alors, on parle également de développer la filière. A-t-on justement assez de ressources en Polynésie dans le secteur de la cybersécurité?
Aujourd'hui, il y a de plus en plus de professionnels sur la place. Néanmoins, ils ont du mal à retrouver des ressources de niveau ingénierie. Parce que malheureusement, ça nécessite des compétences très poussées, très particulières, qui fait qu'aujourd'hui, on a un gros problème de retrouver des ressources. C'est-à-dire, quels sont les besoins qu'on a concrètement en Polynésie ? On a plutôt des niveaux en dessous de l'ingénierie qui peuvent être nécessaires pour faire des activités courantes, mais quand il y a besoin de faire des expertises avancées lorsqu'il y a une cyberattaque dans une structure, malheureusement on a besoin d'ingénierie et qui est très manquant en local. Et l'idée c'est quoi ? Ce serait de mettre des formations en place, des écoles spécialisées ? Effectivement, ça serait de monter en compétence sous forme de formation. Néanmoins, des écoles, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas forcément suffisamment de besoins pour pouvoir accueillir toutes ces nouvelles ressources qui vont être formées localement. Donc il y aura les Polynésiens qui partent du Fénois pour aller se former en métropole. Néanmoins, on leur demande c'est de revenir pour que la matière grise revienne quand même pour travailler dans ce secteur. Il y a du travail. Il y a du travail, il y a de la demande, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ce forum, vous l'avez dit, est donc tout public et gratuit. Tout public, tout gratuit, de 8h à 17h du lundi. Du jeudi, excusez-moi, au vendredi. 18, c'est ça. C'est ça. Et le samedi matin de 8h à 13h. Et il y aura des conférences très variées sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, etc. Très bien, donc venez vous informer, vous renseigner. Merci beaucoup Bertrand Hersant d'avoir été notre invité ce soir. C'est l'histoire maintenant d'un long combat pour sortir de l'indivision, celui de Patricia et de Tamatoa. Après 10 ans à louer des biens, le couple a décidé de s'intéresser à ses terres. Un parcours fastidieux, mais après 5 années de recherche, ils ont réussi à récupérer un premier lopin de terre. Leur témoignage est signé Davidson Bennett. C'est un parcours du combattant parce que c'est quand même des terres qui appartiennent aux ancêtres. On va remonter sur 3-4 générations. Il faut avoir tous les papiers qui prouvent que tu descends bien du Tomité. Hein? Le Tomité, déjà, ça s'est fait dans les années 1800, on va dire à partir de 1863, ça dépend de quelle île. Ici, c'était en 1853. À l'époque, ils ne parlaient pas encore de transcription. Et c'est qu'aujourd'hui, on parle de transcription, de partage, de sortir de l'indivision. Il y a beaucoup plus de papiers à faire. Les documents, il fallait aller les chercher aux archives qui ne se situent pas au même endroit où tu vas retirer un plan cadastral ou un compte hypothécaire. Entre-temps, la famille de monsieur me voyait faire nos affaires de terre des îles. Hein. Enfin, je suis arrivée sur ce dossier-là qui était intéressant. Parce que nous, quand on est restés ensemble, on habitait en location, hein, tu payes, et c'est un truc qui ne te revient pas. Je n'ai pas la patience qu'elle a, j'avais déjà pas le temps avec le travail. Et en plus, il faut être patient, il faut savoir comment s'y prendre, il faut savoir où aller, toquer aux bonnes portes. Il faut savoir aller consulter un peu les anciens qui ne traînent pas là. C'est un peu aussi les on-dit qui font avancer les choses, quoi. Elle avait cette capacité-là que moi, je n'avais pas. Et heureusement, parce que grâce à ça, maintenant, je sais que ce terrain-là, il y a un jour, il y aura peut-être un de mes enfants qui va construire dessus. Peut-être que c'est nous qui construirons dessus pour eux, et voilà. Voilà pour ce témoignage. On évoque à présent cette semaine dédiée à la santé mentale. En France, 13 millions de personnes souffrent d'un trouble psychique et la Polynésie n'est pas épargnée. Pour vous renseigner ou vous faire aider, sachez que des stands d'information sont installés dans la nef de l'hôpital du Taoné jusqu'au 17 octobre. Sur place, services spécialisés et associations vous accueillent. Laetitia Aune, cadre de santé au département psychiatrie du CHPF, nous en dit plus sur cette 4e édition. Elle est interrogée par Nicolas Pérez. Le but surtout de réunir tout le monde, c'est d'avoir une visibilité sur ce qui peut se faire dans les différentes structures. Donc il y a les unités de l'hôpital, mais il y a aussi les associations, d'autres structures comme le Whare Tamahao qui sont présents. Et c'est de mettre la lumière sur eux afin que toutes les personnes puissent venir ensuite se renseigner. Parce qu'on peut être touché à n'importe quel moment et même si ce n'est pas quelqu'un de sa propre famille, c'est aussi des proches et c'est savoir vers qui se retourner quand on est en difficulté et savoir vers qui aller chercher de l'aide. On est tous fatigués à un moment donné, on est tous fragilisés par le quotidien et
c'est pas forcément que la psychiatrie qui peut être l'outil premier et la structure première vers laquelle se retourner. Il y a beaucoup d'autres structures qui sont adaptées et qui peuvent aider la population générale. Et voilà. Créer le meilleur burger avec nos produits locaux. Mission acceptée pour 8 chefs de Tahiti. Ils participent à la Tahiti Burger Week 3e édition. Et votre participation compte pour la note finale de ce concours qui veut célébrer le talent et la créativité. Tout de suite, un avant-goût dans ce reportage de Sam Teinaouri. Fini les hamburgers à 2 ou 3 étages des éditions précédentes. Les concurrents de cette année sont restés plutôt classiques dans la composition. La vraie différence vient des ingrédients. Ici, la chef cuisinière Poueravag propose un généreux burger aux airs de dimanche matin au marché de Pape-Été. La viande est constituée de pieds de porc, porc rôti et couenne de porc. Avec poids que tous les dimanches, ma maman et mon frère mangent. Avec poids le matin, Teiki fait habituellement la promotion des États-Unis, mais là, il voit une plus-value dans un concours de burgers made in Fénois. Je pense que ça peut beaucoup aider une enseigne. Je rentre dans un resto, je vois sur la carte que cette pizza a été élue meilleure pizza, ce burger a été élu meilleur burger de Tahiti, ce po'e a été élu meilleur po'e de Tahiti. Avec grand plaisir, je le prends par ce gage de qualité. Ouais. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, le jury va goûter les burgers préparés par les 8 restaurants en compétition. Le public pourra également faire son opinion sur les mets proposés et son vote comptera pour 40% de la note finale qui sera arrêtée dimanche. Les 4 finalistes seront désignés lundi pour une dernière manche qui se jouera jeudi prochain. Et bon appétit si vous êtes à table. On va parler maintenant de cette plante. Elle est la plante la plus cultivée au monde, la canne à sucre, une herbe géante qui pousse particulièrement bien sur notre territoire et la demande est toujours croissante. À Reiatea, sur les 7 hectares actuellement cultivés, plusieurs milliers de pieds sont en train de prendre racine. Le reportage de Jessica Doucet. À Faroua, le sol a été soigneusement retourné, les marqueurs délimitent les rangs. Sur le terrain, Veitiaré et ses camarades s'activent. Dans leurs mains, 20 000 boutures de canne spécialement venues de Tahiti, prêtes à prendre racine sur ce nouvel hectare. Ça dépend en fait des cannes. Les cannes classiques, tu dois faire un espace de 50 cm. Et puis tu as aussi les cannes rouges, c'est-à-dire la noble. On appelle ça les cannes nobles. Avec les cannes longues, on doit espacer au moins 25 cm. Voilà. Et puis avec les classiques, c'est 50. Sous l'œil attentif de Milton, le planteur principal, la plantation progresse méthodiquement. Car ici, rien n'est laissé au hasard. La canne est cultivée selon un cahier des charges strict, 100% biologique, en vue d'être transformée en rhum haut de gamme. Non, nous on doit respecter un cahier de charge qui a été élaboré par le Brapac Taschen Distiller. Oui, parce qu'il y a un label derrière. Le label d'abord et le IGP qui va par la suite. Donc on est obligé de suivre le protocole, d'où le système de plantation qu'on a mis en place. Installé sur une parcelle de terre domaniale d'1,5 hectare, Milton mise sur l'avenir. Si la production s'avère concluante, il espère étendre sa culture à 20 hectares dans les prochaines années et les signaux sont encourageants. La première plantation mise en terre en février dernier sur 5000 m² se porte à merveille. Les conditions météorologiques d'abord, c'est favorable. Le foncier à travers la terre, comme vous voyez, c'est qualité numéro 1. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème qui gênerait la plantation. Ici, Faroua, il y a toujours de la pluie. Tu n'as pas besoin d'amener de l'eau de l'extérieur. C'est la nature qui fait. Une fois récoltée, la canne à sucre sera acheminée à Taha'a pour y être pressée et distillée. Chaque hectare produit jusqu'à 4 millions de francs de revenus par an, une ressource prometteuse qui suscite déjà l'intérêt de plusieurs familles de l'île, bien décidées à redonner à la canne à sucre son éclat d'antan.
Et c'est sur ce reportage que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Toufenua Towora consacrée à Hinerava, une productrice de poé surgelé. Ce sera suivi de l'émission Nos différences et enfin de 2 épisodes de la série House of Cards. Très bon début de semaine à tous. On se retrouve demain dès 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.